Au fil des acquisitions, au fil de sa croissance organique depuis 50 ans, Polymos est devenu un leader du plastique expansé. Aujourd'hui, la compagnie emploie à peu près 400 personnes. Elle exploite 7 usines. On est aujourd'hui dans l'une d'entre elles, à Granby. Je reçois dans un moment son président-directeur général, M. Charles Bourbonnais. Monsieur Bourbonnais, le 1er février, vous avez décrit ça comme un grand événement. Votre société Polymos avait acquis un concurrent de un demi-siècle, la compagnie Polyform. Pourquoi est-ce que c'est si important? Bien, c'est une belle transaction. On est très fiers. On voit ça comme une belle aventure, une continuité dans l'histoire de Polyform et de Polymos qui se rejoignent après 50 ans de compétition l'une envers l'autre. On a beaucoup de respect envers tout ce qui a été accompli par Polyform, par la famille Béliveau au cours des 50 dernières années. Puis on est très content d'unir les forces. Les valeurs sont très semblables, tournant autour des gens, tournant autour des clients, des accompagnés, d'être des partenaires de long terme. Votre grand-père, Marcel Bourbonnais, lorsqu'il a fondé Polymos en 1969, il était déjà ami et en fait, il a cultivé une amitié avec Jean-Louis Béliveau, le grand-père de la génération actuelle, qui lui avait fondé Polyform une année précédente. C'est extraordinaire. Tout à fait. C'est une belle histoire. C'est comme ça qu'on le présente. C'est une belle histoire qui se rejoint. Donc, effectivement, mon grand-père connaissait Jean-Louis. Les plastiques expansés commençaient dans les années 60. Les deux ont été exposés à ces technologies-là. Puis, étant artisans et créateurs dans cette génération-là, ils ont voulu mettre leurs forces ensemble. Ayant le caractère qu'ils avaient respectivement chacun l'un et l'autre, ils voulaient faire les choses à leur façon. Donc, ils ont parti chacun de leur côté. Continuons à parler de famille. Ça fait 20 ans maintenant que vous êtes dans la compagnie Polymos et depuis 7 ou 8 ans, vous avez atteint le plus haut niveau qui est celui de président et directeur général. Votre père, Richard, qui vous a précédé, qui était le lien donc entre votre grand-père, le fondateur, et vous, vous avez travaillé avec lui. En fait, est-ce qu'il est toujours actif dans l'entreprise? Il est toujours actif, toujours aussi passionné depuis les tout débuts. Son expertise, il l'a vraiment acquise dès le départ. Avec son père, ils ont excavé pour bâtir la première usine à Terrasse-Vaudreuil. Malgré qu'il fondait sa famille puis qu'il avait un emploi à Longueuil, le soir, il allait travailler avec son père pour les premières années. Puis rapidement, il a pris en charge l'entreprise. Donc, depuis 1973, c'est vraiment Richard qui a été le cœur de tout le développement de la technologie. Puis aujourd'hui, effectivement, il est toujours actif, toujours aussi passionné, de contribuer, d'aider l'équipe d'ingénierie à développer, d'aider l'équipe de l'atelier à pousser pour vraiment développer des moules qui offrent de la valeur ajoutée aux clients. Donc, il fait son transfert de connaissances, il reste accompagné, puis il a toujours la fibre de s'impliquer. Qu'est-ce que vous avez hérité de votre père? Puis j'ose vous demander, de votre grand-père, est-ce qu'il y a des valeurs communes? Est-ce que vous avez des ambitions qui sont semblables à celles de votre père, de votre grand-père? Ou peut-être les vôtres sont plus grands? J'ai hérité sa calvitie, mais à part ça, si je retourne à l'origine, mon grand-père a fondé l'entreprise pour créer des emplois dans la région. C'était une époque où le travail était plus difficile à trouver. Puis, il a vraiment voulu donner un contexte pour aider ses concitoyens. On a beaucoup de gens que ça fait plus de 20 ans, plusieurs que ça fait au-delà de 30 ans, même certains qui atteignent le 40 ans d'ancienneté qui sont toujours actifs. Donc, les gens sont vraiment au cœur de l'histoire et du futur de l'entreprise. Puis, et vous partagez ces valeurs-là? Effectivement. Donc, mon grand-père a nécessairement transmis ces valeurs-là à mon père, puis mon père me les a transmises. Alors, les valeurs d'équipe, le respect, le côté entrepreneurship. Est-ce que ça veut dire que l'acquisition que vous venez de faire, dans vos préoccupations, c'est d'essayer de conserver les emplois de la compagnie que vous venez d'acquérir? Certainement. Certainement, on veut créer de la valeur pour les employés. Leur donner la sécurité, c'est une chose. Leur permettre de s'épanouir puis de créer de la valeur dans un emploi
qui fait du sens pour eux, qui sentent, qui contribuent, puis qu'ils s'y voient à long terme. C'est effectivement clé là, dans notre intention. Avec ce que vous nous dites, on voit les bénéfices pour les actionnaires, on voit les bénéfices pour les employés des deux entreprises concernées. Mais qu'en est-il des clients, les gens qui nous regardent, qui nous écoutent? Est-ce vous pensez qu'ils vont aussi gagner de cette nouvelle entité? C'est sûr qu'il peut y avoir un questionnement à savoir, OK, qu'est-ce que ça va donner, consolidation? Oui. La réalité, c'est que l'équipe, ça fait vraiment 1 + 1 fait 3 en ce moment, dans le sens où on va avoir plus de ressources pour innover pour nos clients, leur donner de nouvelles façons de résoudre les problèmes qu'ils ont, leur donner des façons à eux de se différencier de leurs concurrents, leur donner une meilleure garantie qu'on va être capable de les servir dans les délais qu'ils veulent avoir, contrôler les coûts. Donc, c'est sûr que la force du groupe en ce moment va servir les clients, c'est l'intention. Il y a un autre changement qui est survenu avec cette acquisition, c'est que parmi les propriétaires, il y a maintenant l'État québécois, par le biais de Investissement Québec. Mm-hmm. Est-ce que c'est une première pour vous, là, comme gestionnaire, d'avoir autour de la table du conseil d'administration, si je peux dire, un actionnaire corporatif, c'est-à-dire l'État Québec? En fait, comment ça se vit, cette cohabitation-là, depuis ces derniers mois? Oui, donc tout à fait, c'est une première. Les deux compagnies ont été privées, familiales. Oui. Puis, dans le cours de la transaction, en effet, on a fait affaire avec Investissement Québec. On les voit comme un partenaire idéal dans le cadre de la transaction. Pourquoi donc? Ils vont être là pour nous supporter. Ils ont intérêt à cœur des Québécois, des entreprises québécoises. Ils veulent vraiment nous aider dans notre succès. Donc, ça vous donne plus de possibilités éventuellement pour d'autres croissances, d'autres acquisitions? Est-ce que c'est ce que vous nous dites? Bien, ça nous met dans une belle position pour prendre en charge les opportunités qui vont être devant nous. Monsieur Bourbonnais, le polystyrène a pas bonne presse. Des gens disent que c'est pas recyclable. On aimerait ça vous entendre là-dessus, puis si vous avez des informations scientifiques, puis est-ce que Polymos est impliquée elle-même comme compagnie dans des processus qui visent à recycler cette matière? C'est une bonne question. Il y a plusieurs éléments. Premier élément, c'est 100% recyclable. Il n'y a aucun doute. Ça fait des décennies que c'est recyclé aux échelles industrielles. Donc, 100% recyclable. Puis la notion qui est intéressante, c'est qu'il y a seulement 5% de matière dans les plastiques expansés. Il y a 95% d'air. Exact. Il y a 5% de matière solide. Exact. Et ce 5% est 100% recyclable. Est-ce que vous êtes impliqué dans des initiatives du genre? Tout à fait. Premièrement, tout ce qui est des rejets internes dans nos entreprises sont 100% recyclés. Il n'y a rien qui sort à l'enfouissement. Puis depuis 2 ans, depuis 2020, Polymos a fait un projet pilote avec la MRC de Vaudreuil-Soulanges pour implanter le recyclage, la récupération du polystyrène dans les 4 écocentres de la MRC. On continue à desservir de plus en plus de municipalités pour récupérer le polystyrène des citoyens. Et dites-moi, quand vous incorporez la matière recyclée à de la matière neuve, puis que vous le vendez dans les centres de rénovation, est-ce que le produit qu'on obtient a des caractéristiques semblables de performance aussi bien que s'il était fait à partir de 100% de matière vierge? Tout à fait. Il n'y a aucune différence en termes de propriété, des tests ou des performances au final pour le produit. Le plastique est associé au pétrole, effectivement. La distinction, c'est que le plastique, par lui-même, n'émet pas de GES. Il n'est pas brûlé, alors que le pétrole, lorsqu'il est brûlé, émet des GES. Et que le pétrole peut être brûlé qu'une seule fois, alors que le plastique peut être réutilisé sous la même forme plusieurs fois et en fin de vie, peut être recyclé, revalorisé de façon quasi infinie en d'autres produits. Alors, l'association plastique-pétrole est un peu facile. C'est un peu une mauvaise conception de l'impact des plastiques dans l'environnement. Oui, parce qu'en fait, une des caractéristiques des plastiques que vous proposez, c'est leur durabilité. Et comme consommateur, on n'aime pas l'obsolescence, on veut pas aller vers le jetable. En réalité, le plastique, si on le garde, puis des fois qu'on le réemploie, qu'on le réutilise, ça devient un matériau extraordinaire. Vous avez les beaux mots. Effectivement, c'est un matériau extraordinaire pour donner forme à plein de produits qui sont durables. Je vous donne un exemple. Toutes les formes d'isolants qu'on peut fabriquer maintenant
qui vont servir à faire des maisons plus performantes, donc consommer moins d'énergie et offrir plus de confort aux résidents. La visibilité et la durabilité sont un peu les deux belles qualités du plastique qui souvent vont venir le desservir. Le desservir. Alors, il y a un travail à faire de la part de l'industrie du plastique. Il y a un travail d'éducation à faire sur les choix et sur l'analyse de cycle de vie, qui est vraiment le calcul de l'empreinte carbone sur toute la vie de l'extraction des ressources jusqu'à la fin de vie d'un produit, toute l'empreinte de carbone. Quand on regarde ces analyses-là pour le polystyrène, son empreinte est beaucoup, beaucoup plus faible que les produits substituts. M. Bourbonnais, je suis en train de me dire que on confond vos produits qui sont durables, avec le plastique à usage unique. Est-ce qu'il n'y a pas là le problème aussi? On assimile tous les types de plastique et tous les usages dans un seul jugement qui est le plastique, c'est pas bon. Il y a un effort d'éducation, de sensibilisation à faire pour distinguer ce qui est durable et non durable, ce qui est recyclable et ce qui ne l'est pas. Dans notre cas, le produit numéro 6, le polystyrène expansé, 100% recyclable et durable, utilisé dans des applications comme des isolants, et la performance va demeurer dans le temps. Et c'est ce qu'on veut dans des applications de construction, de rénovation. On veut la performance, on veut l'économie, le confort, la durabilité. Alors, si vous aviez un message à envoyer aux décideurs publics, que ce soit au niveau municipal, provincial ou fédéral, ça serait quoi? Qu'est-ce que votre industrie a besoin comme soutien? De s'assurer qu'il y a une place pour en disposer correctement, qui est souvent un peu le talon d'Achille des plastiques. On ne sait pas où l'en disposer. Oui, il me semble même que des fois, je vois sur certains produits un logo qui dit ça, c'est pas recyclable. Là, ce que vous nous dites, c'est pas vrai, ça l'est. C'est plutôt que les écocentres, souvent, ne veulent pas les accepter. Je crois les décisions ont été prises avec une perspective fausse, une perspective populaire, ou de penser que c'est néfaste était la solution la plus simple. Il y a certainement des enjeux associés au modèle économique du polystyrène comparé à d'autres matériaux. Alors, ça devrait être une matière à privilégier dans une perspective long terme de développement durable pour nos enfants, pour les futures générations. J'aimerais croire qu'on est à un moment pivot où on est prêt à faire les choix. Puis à cet égard-là, au Québec, on a tous les joueurs requis pour faire un modèle d'économie circulaire avec le polystyrène. Les technologies sont là. L'utilisation finale des produits revalorisés est là. Je crois qu'on est rendu à une époque où il faudrait mettre en place les rouages manquants pour permettre d'aller chercher les matériaux à une échelle de masse. Changeons complètement de sujet et parlons inévitablement de la COVID. Ça a été comme on dit en anglais, un game changer pour plusieurs entreprises. Est-ce que ça a été le cas chez vous? C'est un élément déclencheur non négligeable qui a changé beaucoup de choses qui ne reviendront pas comme c'était avant. Je crois que ça va offrir beaucoup d'opportunités de faire des changements, de voir les choses différemment, qui vont être bénéfiques pour le futur également. Comme quoi? Je pense que l'avenue du télétravail, offrir un meilleur équilibre, remettre certaines choses en perspective par rapport à l'importance qu'on accordait avant. On prenait un peu pour acquis. Soudainement, on trouve des nouvelles façons de faire qui sont bénéfiques, tant pour l'employeur que pour l'employé. Mm-hmm. Puis on vient de voir dans l'entreprise les images qu'on vient de regarder ensemble durant notre visite, une tendance à l'automatisation, j'oserais dire la robotisation. Est-ce que là, il y a un équilibre à trouver entre vos valeurs pour les humains, pour les employés, pour la création, le maintien d'emplois, puis l'incorporation de technologies pour nous rendre plus... Comment vous allez vivre avec cet équilibre qui m'apparaît fragile? Oui, je le verrais comme une tension positive. Donc, on connaît le contexte depuis longtemps, qu'entre 2020 et 2030, il va y avoir un déclin de la population active. Donc, l'automatisation, c'est pas un choix, c'est une obligation pour continuer à bien servir nos clients. La raison pour laquelle l'usine dans laquelle on se trouve a été automatisée, c'est pour vraiment continuer à bien servir les clients, offrir des produits, réduire les délais, réduire les coûts. En même temps, l'humain est au centre. L'idée n'est pas de retirer l'humain de l'équation, c'est de le mettre en valeur où l'humain a
Apporte une valeur. La possibilité Oui. d'apporter une valeur. Mm-hmm. Donc, c'est de réduire les tâches qui sont répétitives, Tout à qui fait. sont peut-être risque d'accident par des machines. Tout à fait. Puis aussi d'éviter d'essayer de recruter des ouvriers pour supporter la croissance, alors que c'est très difficile d'attirer des nouvelles personnes. Ouais. Si on peut supporter notre croissance en automatisant, on peut mieux suivre la croissance de nos clients avec les mêmes équipes. Ce faisant, on offre de la belle sécurité d'emploi à nos équipes, des emplois à valeur ajoutée où ils contribuent à leur juste valeur comme humains, plutôt que faire des tâches qui peuvent être faites autrement. Est-ce que la COVID est venue modifier vos approvisionnements aussi? La chaîne d'approvisionnement qui a été bousculée par la COVID a certainement eu un impact. On a le privilège d'être desservi par des fournisseurs, principalement au Québec, incluant notre matière première qui est quand même importante là, en termes de fournir nos usines puis à l'intérieur de nos produits. Ouais. On achète relativement peu de l'étranger. On est bien desservi au Québec. Encore là, c'est de l'achat local. Est-ce que la pandémie a été même une source d'expansion? Parce qu'on vient de parler de contraintes. Je pense aux repas qu'on se fait livrer à la maison, puis à cette obligation de respecter l'espèce de chaîne de froid là, pour toutes sortes d'aliments, même de produits pharmaceutiques. C'est un domaine dans lequel vous étiez actif. Est-ce que, finalement, ça peut même être une source là, de nouveaux marchés pour vous? Ce créneau est en explosion, en expansion. On aime bien les choses en expansion. Donc, les boîtes réutilisables, faites en polypropylène expansé généralement, permettent de garder les aliments au frais, permettent d'absorber les impacts. Oui. On parle des vaccins maintenant. Les là. vaccins, c'est déjà assez commun. Ça fait plusieurs années. Pour ce qui est de la livraison de nourriture au domicile, c'est sûr que c'est un nouveau domaine, c'est en expansion, puis les contenants offrent des belles propriétés, des beaux avantages pour ça. Alors, certainement, on se démarque à ce niveau-là. Je fais un parallèle avec l'analyse de cycle de vie. Donc, les contenants qu'on utilise pour l'alimentaire permettent de réduire les gaspillages. On sait que le gaspillage alimentaire est une source d'émissions de GES indirectes assez élevée. Toute cette expertise que Polymos a développée dans les produits qui aident à garder une certaine fraîcheur, même un froid, est-ce que c'est utile pour le secteur de la quincaillerie et des matériaux de construction? On peut aider les clients à développer des solutions sur mesure selon leurs besoins. L'épaisseur de mur, le type de positionnement géographique, le type d'architecture qu'ils recherchent. On a l'expertise pour aller travailler avec eux puis développer sur mesure le produit qu'il leur faut. Comme vous dites, là, c'est une expertise qui peut être transférée d'une industrie à l'autre. Depuis votre arrivée dans l'entreprise, vous avez gardé la certification ISO 9001. Pour plein de gens qui nous écoutent, ils ont essayé, ils ont laissé tomber. C'est quoi votre position là-dessus? Si on recule au début des années 2000, ce fut une exigence client que de se conformer à ISO. Par contre, depuis les années, on a utilisé à notre avantage. On l'a vu comme une opportunité pour vraiment se forcer à s'améliorer, être plus efficace, atteindre une satisfaction client. Donc, au lieu de se concentrer sur ISO, qui a une connotation parfois négative, exact, lourde, administrative, ce qui est pas notre intérêt du tout, on se concentre sur l'objectif sous-jacent à ISO, c'est-à-dire d'être efficace et de satisfaire le client. Sur sa conséquence. Exact. Alors, j'étais reçu par M. Charles Bourbonnais, le président directeur général de Polymos, société qui a acquis récemment Polyform, bien connu dans notre marché. Un homme, comme on le voit, qui a une grande vision, pas seulement pour son entreprise, mais aussi pour l'ensemble de la société. Merci, Richard, d'avoir pris le temps de venir me rencontrer. Une première rencontre pour nous. Je suis conscient que Polyform est membre depuis longtemps de l'ACMAT, actif, puis fier de participer à l'association. Fier de servir les membres aussi. Que c'est juste le début, qu'on voit un futur très prometteur dans la synergie des équipes. Excellent. Puis dans les retombées positives pour les clients de l'ACMAT. Alors, de toute façon, on est tous les deux très jeunes. Merci beaucoup. À la prochaine, Charles. Merci. Au revoir.
On est maintenant chez Concept JRC, une des 7 usines de Polymos. Elle est à Granby et je suis avec Sylvain Bouchard. Vous le reconnaissez, c'est le visage connu de Polyform depuis 25 ans maintenant. Alors quand Polymos a acquis Polyform, Sylvain, ça a dû être un choc quand même. Oui, ça a été un choc. Mais un coup, l'émotion a passé. On analyse, puis là, on regarde la situation, on regarde les deux compagnies ensemble, qu'est-ce que ça peut apporter. Puis là, c'était très motivant. Justement, qu'est-ce qui est positif, Sylvain, dans cette acquisition? Même si Polymos et Polyform pouvaient se rencontrer dans le milieu de la construction à un certain niveau, Polyform a une division isolation qui est consacrée à 100% pour le marché de la construction. Donc, on amène une connaissance du marché, du milieu, on a notre système de distribution, on a nos marchands, nos clients et des nouveaux produits des deux côtés qui fait qu'on devient une force qui est vraiment intéressante pour le marché de la construction. Qu'est-ce que vous pensez que vos concurrents pensent de cette fusion et puis jusqu'à quel point est-ce que le fait que Polymos maintenant est propriétaire de Polyform, ça va vous rendre, disons, plus concurrentiel? Ce que ça nous apporte, des produits que veut dire que Polymos fabrique, nous qu'on fabrique, qui vont être ensemble, qu'on va faire la promotion de ces produits-là. Également, une capacité de production qui est vraiment supérieure. On parle de 7 usines à travers le Québec. Et aussi l'emplacement géographique. Des usines dans l'Ouest et dans l'Est. Alors, je vois un homme heureux. Absolument. Oui. Avec des beaux défis et des belles opportunités. Vous êtes dans le plastique. Est-ce que ça arrive que vous êtes gêné de travailler dans le plastique parce qu'on associe ça à ce qui est jetable, à ce qui est polluant? Qu'est-ce que c'est votre opinion là-dessus? Non, moi, ça ne m'affecte pas, parce que je vais vous dire, c'est que, bon, l'utilisation unique, comme les sacs de plastique, ces choses-là, versus ce qu'on fabrique, qui est pour à long terme, pour l'isolation dans les maisons, aussi pour les travaux routiers. On parle des blocs de remblai que lorsqu'on installe ces blocs-là, c'est là pour des années et des années. Et ça permet également de sauver de l'énergie. Donc, c'est juste du positif. Les produits isolants de plastique, il n'y a rien de négatif à ça. Et vous aussi, vous êtes à long terme avec Polymos? Certainement. Merci Sylvain. Merci Charles.